Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Laetitia Pouliken. Bonjour madame. Bonjour Pierre. Laetitia Pouliken est directrice d'un laboratoire d'idées et d'influence au Parlement européen sur l'éthique de l'IA. Elle est également essayiste. Vous avez déjà, madame, publié Femmes 2.0, féminisme et transhumanisme. Et votre dernier ouvrage, on en parle dans un instant, IA, maître du temps, préfacé par Laurent Alexandre, alors que vous nous dites, Laetitia Pouliken, que vous êtes contre le transhumanisme, que vous dénoncez l'arrogance des transhumanismes. Et pourtant, Laurent Alexandre, militant politique, chirurgien, est l'un des principaux représentants en France du courant transhumanisme. Alors pourquoi ce choix ? Je savais bien que ça interpellerait. Ça n'était pas la première intention. Mais de fait, Laurent d'abord et moi, nous connaissons depuis 15 ans. Nous discutons très en profondeur sur plein de sujets. Nous nous affrontons beaucoup. Laurent, selon moi, est véritablement un lanceur d'alerte. Je ne sais toujours pas vous dire 15 ans après où il se situe. Le sait-il lui-même ? Je ne répondrai pas à cette question parce que je ne veux pas supputer, mais de fait, il est lanceur d'alerte et il dit des choses qui sont, me semble-t-il, extrêmement pertinentes et qu'il faut entendre. Entre autres, cette notion de toboggan technologique qui fait que nous sommes dans une accélération technologique majeure. Et il y en a plein d'illustrations, et dont dernièrement, effectivement, avec l'IA générative, qu'on a vu se déployer sous nos yeux et dont le taux d'adoption est majeur, avec des millions et des millions d'utilisateurs en Europe. Et puis, donc Laurent Alexandre n'est pas un maître intellectuellement pour vous ? Alors, il dit des choses qui sont très pertinentes. Ouais. Est-ce que les conclusions qu'il y apporte sont les miennes ? Ouais. Sans doute pas. Voilà. Et donc, je fais ça vraiment dans un esprit de dialogue. Et je pense qu'il est important, et dans la transformation anthropologique que je constate avec l'usage de l'IA par rapport à notre rapport au temps, je pense qu'il est intéressant d'apporter des réponses collectives, de faire face à ce défi ensemble. Voilà. Donc, ces crises qu'il dénonce, Laurent, elles sont triples avec l'IA. Et puis, pardon, je voudrais juste, avant de dire, il y a un autre élément sur lequel il me semble qu'il est unique et sur lequel je suis profondément d'accord avec lui. Et c'est ce qui nourrit mon travail européen. C'est que, en fait, on parle d'IA, mais en réalité, il y a derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a toutes les technologies de convergence, que sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information, donc l'IA entre autres, et les technologies cognitives, avec entre autres l'augmentation cognitive et les implants intracérébraux par exemple. Et donc lui est vraiment dans cette cohérence intellectuelle de dire en fait toute notre existence, tout notre être va être modifié, modulé par l'usage de toutes ces technologies. Israël Lisan, avec qui je parlais... Mais qui nous y force en fait ? Parce qu'on a l'impression d'être confronté à un mouvement de fond dont personne ne va pouvoir réchapper, quoi. Oui, mais vous avez raison. C'est pas un peu... Enfin, moi, je voudrais citer parce qu'il pose la question de savoir, je le cite, si l'humanité peut non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un monde dominé par l'IA, comme si cette domination allait de soi. Mais en fait, qui a envie d'un monde dominé par l'IA, quoi ? Alors, pas les jeunes, en tout cas. La dernière étude... qui concernait 1500 jeunes adolescents américains était très flagrante. Elle disait « Nous avons peur d'être contrôlés par l'IA ». Et elle disait autre chose. L'IA pour nous, l'IA générative en particulier, ce sont nos thérapeutes, nos coachs, nos tuteurs et éventuellement nos amants. Et on connaît plein d'anecdotes allant dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il est universel de constater, et c'est vraiment pour ça que je suis là, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de constater que effectivement, ces technologies sont là, elles se déploient sous nos yeux, et ça nous écrabouille. On a ce sentiment de non-contrôle et de démaîtrise du temps, qui est le cœur de mon ouvrage, de maîtrise du temps, voulu par les transhumanistes, alors que ce temps ne se maîtrise pas, justement, par essence. Ce constat d'accélération technologique et de déploiement des technologies, elles sont là, elles sont dérégulées, elles sont l'objet d'investissements capitalistiques majeurs. C'est 1 trillion de capitalisation boursière, l'intelligence artificielle, quand même. Donc, on peut pas
tourner un œil, si vous voulez, détourner ou faire l'autruche. Vous avez vraiment trois grandes tendances. Vous avez les techno-BA, comme Yann Lequin, par exemple, chez Meta, qui est un franco-américain d'ailleurs, qui lui dit que, quoi qu'il advienne, ces technologies apporteront un niveau de bien-être amélioré. Lui ne croit pas dans la longévité et l'immortalité transhumaniste, mais... Pour moi, je le range dans la catégorie de cette renaissance, de ces gens qui croient à une renaissance. Vous avez des gens comme Geoffrey Hinton qui a inventé les transformers, le T de GPT, et Geoffrey Hinton qui travaillait chez Google il y a un an a fait scandale en quittant la société car il indiquait qu'il était effrayé par son invention. Oui. Vous voyez ? Ouais. Donc il y a quand même quelque chose sur lequel... Et puis il y a les négationnistes au milieu qui disent tout cela, on n'en veut pas et ça ne se produira pas. Tout cela, toutes ces postures sont fausses en fait. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler à cette voie médiane où l'homme reste au cœur de ces technologies. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'envie de ceux qui investissent massivement de mettre l'homme au centre ? De rendre ces technologies au service de l'homme? Alors, vous avez évidemment un très bon commentaire, et c'est évidemment une grande question. Il y a deux grandes catégories qui pourraient bénéficier de la mise en œuvre massive de toutes ces technologies, d'augmentation, de reconnaissance faciale, de bébés à la carte, de modification génétique, etc. Ce sont, les gouvernements, à des fins de surveillance de masse, et 2, les marchés. Alors, donc, et là, je l'ai dit, j'ai parlé d'un trillion de market cap, de capitalisation boursière. C'est plus 3500 points de PIB l'année dernière en Amérique, aux États-Unis. C'est un marché aujourd'hui de l'ordre de 200 milliards en 2023, en très très forte croissance. On pourrait moduler sur le plan économique parce que les business models ne sont pas toujours évidents et on ne sait pas très bien comment faire de l'argent sur la base de ces modèles de business. Mais par digression fermée, nous sommes effectivement dans une logique de marché et de contrôle gouvernemental. Au milieu de tout ça, il y a nos institutions qui reposent sur des chartes, comme la Charte européenne des droits fondamentaux, qui écrit à temps et à contre-temps dans toutes les résolutions, et en particulier le règlement sur l'IA, qui s'appelle l'IA Act, qu'il faut respecter les libertés fondamentales, qu'il convient d'assurer une certaine transparence, de travailler sur les biais des outils d'IA. Pour reprendre Laurent Alexandre, il dit « Nous devons nous concentrer sur la manière dont nous pouvons adapter nos institutions, nos systèmes éducatifs, nos cadres éthiques pour intégrer ces technologies tout en préservant notre humanité et notre autonomie. » Mais en fait, est-ce que le peuple a chargé les dirigeants politiques d'adapter? En fait, je veux dire, il y a une déconnexion totale, j'ai l'impression. On va vraiment voir le vrai masque de la démocratie, quoi, parce qu'en fait, on a l'impression d'être pris dans un étau et dont on ne peut pas sortir. Alors, oui, c'est vrai, tout ce que vous dites. L'Union européenne a, en 5 années, légiféré sur la digitalisation de l'Europe avec une dizaine de règlements et directives, parmi lesquels... Dans le cadre du pacte vert pour l'Europe, notamment. Dans le cadre du pacte vert, avec, depuis 2020, en fait, la stratégie IA de Ursula von der Leyen. Donc 2020, avec le guide d'éthique de l'intelligence artificielle auquel j'ai participé. Et depuis, on a eu, effectivement, parmi les réglementations, la dizaine de réglementations que nous avons vues en 5 années, publiées au journal officiel, donc un travail d'arrache-pied et à marche forcée, l'IA Act, donc sur l'intelligence artificielle, le Data Act, qui régule les données de santé, qui était un sujet sur lequel nous avons énormément travaillé, et en particulier avec plusieurs délégations françaises de groupes parlementaires européens. Et puis, il y a eu l'identité numérique, qui est un vrai sujet de surveillance. Absolument. Nous allons voir des sujets sur la monnaie, la digitalisation de la monnaie. Il y a eu le DSA, le DMA qui sont une manière de réguler les marchés et d'assurer une transparence des algorithmes, en particulier des GAFAM, donc des gros intervenants et des gens qui contrôlent en fait la bande passante d'Internet, finalement.
Viendront là sur ce mandat les notions de responsabilité civile. Donc comment avoir recours en cas de dommages et intérêts, voire de décès d'une personne du fait d'un système d'IA ou d'un robot. Mais toutes ces politiques, est-ce que c'est dans le sens de l'intérêt des Français, quoi ? Alors, parce que en fait, j'ai l'impression qu'Ursula von der Leyen, elle se saisit de tous ces sujets, mais en fait, qui lui a dit, vas-y Ursula, occupe-toi, parce que nous, on est complètement débiles et on ne sait pas ce qu'on veut, en fait. Alors, personne ne lui a dit, c'est pas tout à fait exact. Les commissaires sont élus par les parlementaires, donc ils sont proposés puis élus, auditionnés. Le contrôle au faciès, la biométrie, tout ça, est-ce que les Français en veulent ? Frontex en veut. Toutes ces caméras, ça peut être un élément important de lutte. Moi, ce que je pense, par rapport à votre réponse, ce que je pense, c'est qu'en fait, la technologie en elle-même est neutre moralement. Il y a, et je pense qu'il est temps, à ce stade de notre interview, de dire les bienfaits de l'IA. Il y a des applications... Qui est derrière l'IA, en fait, quoi ? Alors, qui la manipule ? Parce qu'elle n'est pas indépendante, l'IA. Non, les développeurs de ces systèmes algorithmiques d'outils d'aide à la décision, pour appeler ça sans anthropomorphisme et prendre du champ par rapport à ces technologies. Donc si on parle de systèmes d'algorithmes, ce sont plein de sociétés privées qui les développent, parmi lesquelles, parfois des entrepreneurs géniaux, des activités sur des drones distributeurs de sang au Zimbabwe. Vous avez de la régulation de l'irrigation dans certaines zones d'Afrique. Vous avez un cardiologue du CHU de Strasbourg qui nous disait au Forum européen de bioéthique auquel je participais aux côtés du professeur Israël Nizan, qui lui a trouvé grâce à l'IA, grâce à un jeu de données sur lequel il a travaillé pendant 2 ans sur des millions et des millions de données sur 350 000 patients, il a fait des corrélations qu'il n'aurait jamais vues à l'œil nu entre la mort subite et évidemment les patients qui ont une pathologie cardiaque, mais aussi des pathologies pneumopathiques et aussi des consommateurs de médicaments neuropsychiatriques. Donc, vous voyez, il y a des bienfaits, il y a une logique d'utilisation de ces IA qui peut être considérée comme moralement neutre. Ce qui ne va pas, c'est tout ce qui va toucher, il me semble, et où il y a vraiment un débat éthique, voire existentiel, et c'est ce que nous met sur la table Laurent, c'est celui qui a trait à l'augmentation humaine, c'est celui qui a trait aux modifications génétiques, c'est celui qui a trait à notre double numérique, avec éventuellement même l'augmentation humaine, c'est-à-dire qu'on implanterait un dispositif électronique sur le corps humain. Voilà. Mais du coup, ça ferait... J'imagine qu'il y aurait que les plus riches de la planète qui pourraient avoir recours à ces modifications, donc il y aurait une espèce d'humanité à double vitesse. Oui, les alphas, les bêtas et les gammas, comme dans Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. Alors, Elon Musk, qui est très transhumaniste, ne nous voilons pas la face. Neuralink. Voilà. N1 est en test, la FDA a donné son accord l'année dernière, est en test sur 1500 patients souffrant de Parkinson. Mais, évidemment, l'objectif est de faire en sorte que ces petites pièces de monnaie que sont ces interfaces cerveau-machine, avec donc des longs fils qui viennent se poser sur le crâne et qui, par ces longs filaments, vont susciter l'activité neuronale dans certaines zones en fonction de la pathologie. Mais il est évident que Elon Musk a en tête une augmentation cognitive, augmenter la mémoire, augmenter la capacité de concentration, éventuellement même annihiler le sommeil. L'impression que c'est on va vous faire du bien, on va pouvoir faire des réussites dans le domaine de la science et de la médecine, mais en même temps, on s'apprête quand même à vous contrôler tous de plus en plus, quoi. Oui. C'est un peu le en même temps macronien, quoi. Oui, tout à fait, mais c'était l'objet de mon précédent livre, d'ailleurs. Quand je parlais de l'identité de la femme, je mettais en regard les 3 agendas politiques qui touchaient à l'identité de la femme, qui étaient dans un premier temps mon corps, mon choix, dans un deuxième temps l'être humain autodéterminé, en particulier eu égard à son genre, qui menait naturellement au transhumanisme. Et nous y voilà, en fait. On est dans une société qui a une appétence technologique
et qui n'a pas de recul, qui n'a pas de libre arbitre par rapport à la philosophie transhumaniste qui est tellement prégnante, dans laquelle nous baignons. Donc oui, je suis d'accord avec vous, on est dans une espèce de toboggan technologique d'accélération et d'aliénation qui nous amène à ne même plus se rendre compte que nous sommes un peu l'objet du système. Oui, ça c'est vrai, de système technologique, attention. Par contre, qui agit sur le système ? Je ne suis pas encore certaine de savoir répondre. Et je n'aurai pas la prétention de le faire d'ailleurs. Je vous ai répondu le marché et les gouvernements. Voilà. Comment ça va se développer ? J'en sais rien. Quand des jeunes Américains sont capables de dire « cela nous inquiète », quand dans l'IA Act, nous rajoutons une obligation d'étiquetage des IA génératives de façon à ce que tout produit de ChatGPT, par exemple, ou Claude ou DALL-E soit étiqueté comme étant le produit d'une IA, que ce soit du texte, de la voix, de la vidéo ou de l'image, de façon que les enfants puissent plus aller faire leur résumé de Cyrano de Bergerac sur ChatGPT et obtenir un 16/20. Voilà. Donc, technologiquement, il y a des réponses qui sont en train de se mettre en place, quand même, de façon à garder le cap sur, nos fondamentaux, qui nous sommes, quelle est Oui, parce que l'IA, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, au final va nous interroger sur notre propre humanité. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas déstabilisant, enfin même curieux philosophiquement, de se dire que c'est un agent étranger qui va nous amener à nous interroger sur ce qu'on est, comme si on n'avait pas pu y penser avant ? Oui. Alors, enfin, on part peut-être trop loin, mais... Non, on part pas trop loin, je pense. Et c'est là où, effectivement, la révolution anthropologique que génère l'IA est particulièrement dangereuse et interpellante. C'est quoi le rapport au temps, entre le temps et l'IA que vous développez dans votre ouvrage ? Alors, le rapport au temps, c'est un rapport d'accélération, mais aussi d'extrême présentisme. On est dans la news immédiate, on est coincé un peu dans le présent. Les doubles numériques qui sont des avatars, qui sont une double version de moi-même avec toutes les traces de toutes mes données contenues, y compris mes souvenirs, me coincent dans le présent, si vous voulez. Nous sommes à un moment charnière où vraiment le temps... nous sommes dépossédés du temps qui nous est donné. Nous ne sommes plus dans le temps présent, nous ne sommes plus dans le passé, qui nous a été enlevé aussi parce que nous sommes des déracinés de l'histoire, déracinés de nos rites, parce que l'on nous a sortis de nos cycles, complètement, de nos cycles naturels. Le sommeil est la plus grande perte de temps pour un transhumaniste. C'est Nietzsche qui le disait très bien. Donc on est en fait dans une philosophie complètement nihiliste, complètement matérialiste, avec le transhumanisme. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très... Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le rapport à l'immortalité. Parce que là, il y a une dualité totale, quoi. Non, il y a une dualité, mais je pense qu'il y a une inquiétude commune. Non, il y a une inquiétude. Lui, j'ai pas l'impression qu'il soit inquiet. Je pense que si... Lui, c'est la fuite en avant, c'est l'hubris. Il n'a pas besoin d'argent, Pierre, pour vivre, du tout. Donc, il a une espèce de transcendance, mais peut-être qui n'est pas la mienne. S'il ne s'inquiétait pas de ce qui est en train de venir pour ses propres enfants, il n'en ferait pas son quotidien. Voilà. Il passerait à autre chose. Il est entrepreneur. Il nous faut quand même démystifier nos peurs quant à une éventuelle extinction de masse. Oui, parce que celle-là, moi, j'y crois pas. C'est l'extinction de masse de l'humanité. Oui, et ça, pour le coup, j'y crois pas. Yuval Harari, là, dans son nouveau bouquin Nexus... C'est Terminator, quoi. Yuval Harari, il est collapsologue, il est déprimant, il est anxiogène, il est mortifère, ce gars-là. Il faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et donc démystifier nos peurs, ça veut dire ça. Ça veut dire quel est l'usage ? C'est être pragmatique, en fait. Elon Musk aussi, il a beau être transhumaniste, il y a des choses que j'aime chez lui. Il est pragmatique. Quels sont les usages qui nous semblent moralement acceptables ? Et d'une certaine manière, c'était quand même ce cadre législatif qu'essayait de poser l'Union européenne. On est loin du compte. Je vous le concède. Moi, par exemple, il y avait dans les amendements qu'on a essayé de déposer, il y en avait un que j'avais rédigé et qui touchait à la notion d'opt-out. Le fait de pouvoir refuser de passer par un processus de décision automatisé, de façon à passer par la voie normale, pas normale, en tout cas habituelle, qui est qu'un être humain étudie notre dossier
et y apporte une réponse, un prêt bancaire, une décision de justice, etc., etc. Et bien ça, évidemment, ça a été balayé d'un revers de la main parce que l'idée, c'est de numériser tout, puis on verra bien ce qu'il en sort. Voilà. En tout cas, Laetitia Pouliken, cette révolution anthropologique, vous vous y opposez. Je crois que vous écrivez même, vous dénoncez le comportement des gens dans le métro qui ne sont pas capables de lever les yeux de leur téléphone pendant tout un trajet. Et vous fournissez quelques antidotes contre cette révolution anthropologique. Oui. Alors, c'est vrai que l'image de la maman au téléphone avec son bébé dans la poussette, j'ai essayé pour moi-même, d'y contrevenir. C'est difficile d'y résister. Les Français ont 3 heures d'utilisation de leur portable par jour. On est les bons élèves à travers le monde. Il y a des pays qui sont à plus de 5 heures. Mais est-ce qu'ils en ont conscience, les Français, qui sont complètement drogués? Alors, on commence à le dire dans les écoles, on commence à le dire. Derrière du manque, absolument. De l'écran, il y a des directeurs d'école qui commencent à prendre des décisions drastiques allant dans ce sens-là. Mais il est évident que là, au déjeuner, j'ai déjeuné à côté d'un lycée. Il y avait tous les étudiants du lycée, mais ils ne se parlaient pas. Ils se montraient des reels de Snapchat ou de TikTok. Enfin, c'est lunaire, en effet, parce que la discussion ne peut pas avoir de profondeur, elle est dans l'immédiateté, et puis on saute d'une chose à l'autre. On voit bien comment le cerveau fonctionne. Il est impossible d'être dans ce kaléidoscope de données. La mémoire ne se construit pas comme ça. Il est impossible que le cerveau, en plus, quand on parle d'IA, d'intelligence, le cerveau n'est pas le tout de l'homme. Le corps n'est pas le tout de l'homme non plus. Donc le cerveau contient une trace neurologique qui dit quelque chose de nous, mais est-ce que ça dit le tout de nous, de ce que nous sommes et de nos souvenirs? Certainement pas. Aujourd'hui, par télépathie, on est capable de connecter 3 cerveaux, on est capable de lire les pensées d'une femme qui était handicapée, qui ne pouvait plus parler. On venait de lui faire visionner un film et on a vu que ces images-là, qu'elle était en train de repenser au film. Vous voyez, la mémoire est très diffuse dans le cerveau, elle est présente dans le cortex, le néocortex, l'amygdale, etc. Et on arrive malgré tout, malgré ces difficultés spatio-temporelles, à savoir où en sont, à faire une photographie, si vous voulez, des pensées de la personne. C'est extrêmement renversant. Et c'est une véritable révolution, il me semble. Parce que là aussi, l'intrusion, la notion de surveillance, on rentre dans tout un champ qui devrait faire l'objet de neurodroit, en fait. Il y a 2 professeurs... Et sur ces antidotes, concrètement... Pardon, oui, j'ai digressé. Tout à fait, j'ai digressé. Il y a 4 ou 5 idées par rapport aux nombreuses que j'ai développées, mais qui me semblent intéressantes par rapport à notre entretien. C'est détechniciser le réel. Revenir vraiment à nos cycles naturels. Jour, nuit, veille, sommeil. Aussi basiquement que ça. Le sommeil est un vrai problème dans nos sociétés modernes. On a l'impression que vous nous transformez en machine, quoi. Jour, nuit, veille, sommeil, quoi. On est en mode, veille, en mode... Au contraire, qu'est-ce que ça dit? Ça parle de l'ennui. Souvent, je suis en mode machin. Mais comme si on était une machine. Je suis d'accord avec vous dans le vocabulaire. Donc vous avez raison, je devrais trouver une autre expression. Cependant, ce que je pense, c'est que ça parle de quoi? Ça parle de la rêverie, ça parle de l'ennui. Parce que par contrepoint, si l'on est dans l'activité en permanence, on n'a pas la place pour cette... Donc, vous voyez, re-rentrer dans ces cycles. Ça, c'est la première chose. Moi, je pense sincèrement que le retour à la Terre est une bonne chose aussi. Et ce que j'ai développé aussi par rapport au retour au réel, c'est la réconciliation avec le corps, de l'homme avec son corps, avec sa fécondité, avec ses relations. Les sens peuvent être augmentés aujourd'hui. On peut augmenter l'odorat, par exemple. Donc en fait, la Madeleine de Proust, donc le souvenir de certaines odeurs, deviennent là aussi artificiels. C'est très gênant, c'est très perturbant, ça me paraît. Les cellules souches aujourd'hui que l'on retrouve, les cellules souches embryonnaires que l'on retrouve 35 ans après une naissance dans la moelle épinière d'une maman, ça dit quoi? Ça dit aussi l'influence du temps sur notre corps. La vasopressine qui s'échange au moment de l'acte sexuel, qui crée la fidélité entre 2 personnes, ça s'inscrit dans le temps. Notre corps est la marque de
notre passé, notre présent et notre futur. Notre projection dans le futur ne peut plus se faire quand on est coincé dans le présent. Et c'est ce que nous propose l'IA dans un usage à visée transhumaniste avec la longévité et la mortalité. Ils ne veulent pas qu'on parle d'immortalité. Je pense que c'est parce qu'ils sont assez gênés. Moi, je pense que parce qu'ils ne croient pas en l'éternité, en plus, effectivement, concrètement. Et donc, ce qui est peut-être le plus inquiétant, et pour terminer, Laetitia Pouliken, c'est qu'on a l'impression quand même que l'IA, elle pourrait servir l'humanité, mais qu'elle est entre les mains de mégalos dont le profit est la seule religion, quoi. Pas que, parce que les transhumanismes, parmi ceux-là, il y a des professeurs fous, des gens qui sont des universitaires, qui croient mordicus à ce qu'ils vous disent, les yeux dans les yeux. J'ai débattu à plusieurs reprises avec l'Association française de transhumanistes. Dans leur mégalomanie et dans leur génocide, quoi. Ils sont autoconservateurs, auto-reproducteurs, autodéterminés. Ce sont des gens qui sont en fait des conservateurs, autocentrés et qui ont peur d'eux-mêmes, qui ne sont jamais dans une projection de relation à l'autre, dans une projection d'eux-mêmes dans le futur. Il n'y a aucune espérance dans la philosophie transhumaniste, vraiment. Et quand Lévinas disait dans Le Temps et l'autre que le temps était un sujet de salut, était une préoccupation de salut, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut leur opposer. Voilà. Pour conclure, on va rappeler quand même que vous dénoncez l'arrogance des transhumanistes dans votre ouvrage « IA, maître du temps vers une éternité connectée », point d'interrogation à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, madame. Merci beaucoup, Pierre.